Donc, le sujet pour aujourd'hui, c'était celui-ci. Ça arrive. OK. Allez, donc ShemCam, c'est un sujet ultra classique. Il est sur 5 points, donc 50 minutes. Cependant, je pense qu'on va y passer beaucoup moins de temps. Donc, il est 11h10, on commence un petit peu en retard, excusez-moi. On y va. Le 6 août 2012, Curiosity, le rover de la mission martienne, a posé ses bagages sur Mars pour y étudier son sol. Laboratoire de haute technologie, Curiosity comprend de nombreux instruments, dont un sur lequel la France a beaucoup travaillé, ShemCam. Cet appareil analyse par spectrométrie la lumière d'un plasma issu d'un tir laser sur les roches, permettant de remonter à la composition du sol. Alors, c'est ça qui est intéressant en terminale. Ces sujets de bac nous permettent de découvrir, je vous l'avais dit, des situations concrètes et actuelles de ce qui se passe dans le domaine scientifique. Et du coup, ça nous donne peut-être plus envie de creuser ce domaine et de continuer sur des études scientifiques pour apporter sa pierre à l'édifice. Allez, on y va. Le laser de ShemCam, dans le document 1, principe de fonctionnement de ShemCam. Alors, on vous explique qu'il met en œuvre la technique LIBS pour, je vous lis pas ce qu'il y a marqué dans la parenthèse, vous le lisez. D'analyse spectroscopique induite par ablation laser, son laser pulsé émet un rayonnement à 1067 nanomètres délivrant environ 15 millijoules pour une durée d'impulsion de 5 nanosecondes. L'interaction du faisceau laser pulsé de forte puissance avec un matériau provoque un échauffement brutal de la surface éclairée, une vaporisation et une ionisation sous forme d'un plasma. Il est important de comprendre que le plasma se formera si au niveau de la cible, la puissance par unité de surface, qu'on appelle aussi l'irradiance, est supérieure à un seuil de 1 gigawatt par centimètre carré. C'est pourquoi ShemCam est pourvu d'un système de focalisation du faisceau laser qui est tel qu'au niveau de la cible, le diamètre du faisceau est d'environ 350 micromètres. Dans ces conditions, les atomes et les ions éjectés, ce qui constitue le plasma, sont alors dans des niveaux d'énergie excités. Se désexcitant, ils vont émettre un rayonnement analysé par spectroscopie entre 250 et 900 nanomètres. On obtient ainsi un spectre d'émission atomique et la détermination des longueurs d'onde des raies présentes dans ce spectre va permettre d'identifier les atomes ou ions présents dans la cible et donc de déterminer la composition de la roche. Question 1.1, donner 2 propriétés du laser. Donc ça doit faire partie de vos connaissances. Qu'est-ce que l'on sait du laser? On en connaît 4 normalement. Ici, on vous demande d'en citer seulement 2. Que répondez-vous? Lumière monochromatique et directive, très bien, Agathe, parfait. Donc, je mettrai le corrigé en ligne. Maintenant qu'on a corrigé, je ne l'avais pas fait puisque j'avais mes 3 sujets sur le même document. Donc, je le mettrai en pièce jointe du cahier de texte d'aujourd'hui pour ceux qui ont besoin du corrigé, il n'y a pas de souci. Donc, question 1.1, effectivement, la lumière du laser est une lumière directive, monochromatique, parfait. Et moi, je vous ai rajouté entre parenthèses, on l'attendait pas, mais j'ai rajouté les 2 autres éléments que l'on a vus dans le cours. C'était aussi une lumière qui est dite concentrée spatialement et temporellement. Ça veut dire que si en un point de l'espace, on regarde les différentes ondes émises, eh bien, ces ondes n'ont pas de différence de phase. Donc, on dit qu'elle est concentrée spatialement en un point de l'espace. Toutes les ondes n'ont pas de décalage. Et si on regarde au cours du temps, eh bien, ces ondes ne se décalent pas non plus. Donc, il y a une concentration et spatiale et temporelle. La question suivante. Le laser de ShemCam émet-il de la lumière visible justifiée? Encore une question super simple, une question de cours. Donc, est-ce qu'il émet de la lumière visible? Que répondez-vous? Non, Charline, pourquoi? Rayonnement infrarouge, car 1067 est supérieur à 800. Et effectivement, Agathe, on n'oubliera juste pas l'unité. Donc, dans cette réponse, il faut indiquer les connaissances. Donc, les connaissances, c'est que le domaine du visible, c'est à des longueurs d'onde comprises entre 400 et 800 nanomètres. À 1067 nanomètres, nous sommes donc en dehors du visible. Et comme c'est au-delà de 800 nanomètres et qu'à 800 nanomètres, c'est le rouge, nous sommes dans le domaine de l'infrarouge. D'accord? Donc, on pouvait apporter le mot infrarouge. Pas seulement dire qu'on n'était pas dans le visible, mais aller au-delà en disant qu'on est dans le domaine de l'infrarouge. Question suivante.
Allez, une question un petit peu plus calculatoire. Montrer que les caractéristiques du faisceau laser utilisé par Chemcam permettent bien d'obtenir une irradiance suffisante pour créer un plasma. Allez, on pourrait dire toute démarche utilisée sera valorisée même si elle n'aboutit pas. On ne vous a pas détaillé le calcul à faire, c'est à vous de vous débrouiller, d'accord? Donc il faut aller faire de la saisie d'infos et du calcul pertinent derrière. Quelle est la saisie d'infos à faire? Pas de saisie d'infos. Je vous mets le sujet sous les yeux. J'étais peut-être... voilà, vous avez à la fois le document et à la fois la question. Alors, effectivement, Camille, tu as raison. On vous dit que pour qu'il y ait effectivement formation de plasma, il faut obligatoirement, la phrase importante à lire est ici, la puissance par unité de surface, appelée l'irradiance, est supérieure à un seuil de 1 gigawatt par centimètre carré. Donc, vous avez cette ligne ici qui est importante. Donc, ça veut dire qu'on me demande de calculer la puissance par unité de surface pour pouvoir déterminer si elle est suffisante ou pas. D'accord? Donc, la saisie d'info était incontournable, c'est elle qui vous donne la marche à suivre. Donc, maintenant que j'ai fait la saisie d'info, il faut que je fasse un calcul. Lequel? Alors, pour savoir si l'irradiance est suffisante, il faut que je la calcule. Calculer une irradiance, c'est calculer une puissance surfacique, des watts par centimètre carré. D'accord? Donc, calculer une puissance surfacique, c'est calculer P sur S. Quand je vous ai dit à quel point les unités étaient importantes, rien qu'en regardant l'unité, là, j'ai une formule qui apparaît. On me demande de calculer quelque chose qui est en watts sur une surface P sur S. Donc, voilà ce que je dois faire, la puissance par unité de surface. Comment calculer P sur S? Est-ce qu'on vous donne la puissance du laser dans le sujet? Allez, j'attends vos retours. Est-ce que vous avez la puissance du laser, du coup, dans le sujet? Ok, non, on n'a pas la puissance. Effectivement, par contre, on a qu'est-ce qui est en millijoules, Maxime et Lucas? Qu'est-ce qui est en millijoules? Ou Simon? C'est la puissance? Alors, Franck me dit, je n'ai pas la puissance. Mais Simon, Charline, Maxime, Lucas, vous me parlez de 15 millijoules. C'est la valeur et l'unité de quelle grandeur? Je connais pas cette grandeur, Lucas, le rayonnement. Le rayonnement, il peut être caractérisé par plein de grandeurs, Lucas. Une longueur d'onde, une énergie, une puissance. Donc, c'est trop vague, ta réponse. Donc, quand on vous donne des millijoules, on vous parle d'énergie. OK? Ce qui est en joules, c'est l'énergie. Donc, si on me demande de calculer une puissance par unité de surface et que j'ai l'énergie, il faut que je trouve une relation qui lie la puissance à l'énergie. Et la puissance à l'énergie, attention, c'est une relation que vous avez vue normalement en première S, que l'on a revue cette année rapidement, mais vous devez savoir quelle est la relation qui lie la puissance à l'énergie. Comment on fait pour lier puissance et énergie?
OK. Alors, j'allais écrire, mais vous venez de répondre, donc j'ai plus besoin d'écrire. Parfait. Donc, je repasse à mon écran. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. La puissance est liée à l'énergie par la relation E égale P fois delta T. Donc, très bien, Riyad. Je mettrai juste un petit T pour le... Voilà, très bien, tu t'es corrigé tout seul, je n'avais pas vu. Donc, P égale E sur delta T. Très bien, d'accord? Donc, tu as raison, Fanny. Donc, le calcul à faire est celui-ci. Vous avez donc, j'ai dit, une puissance surfacique à calculer, sachant que, je vous le mets à côté, ça c'est à savoir, hein, E égale P fois delta T. Vous vous rappelez de cette relation, elle est facile. Pourquoi? Ben parce que je sais que l'énergie, c'est par exemple ce que je facture à EDF et que l'énergie que je vais facturer, eh bien, elle est fonction de la durée d'utilisation de mes appareils et elle est fonction de leur puissance. Plus ils sont puissants, plus je les utilise longtemps et plus l'énergie que je vais consommer est importante. Donc, très bien. Donc, du coup, j'en déduis si E égale P delta T que P égale E sur delta T. Donc, voici le calcul. E sur delta T fois S. OK, j'espère que ça, c'est bon pour tout le monde. Donc, du coup, on va pouvoir remplacer par les valeurs, d'accord? Le E, non, alors peut-être pas encore sur les valeurs, je peux aller plus loin dans l'expression littérale. Le E, je l'ai, le delta T, je l'ai, et le S, comment je le calcule? La surface. Donc, quelle est la surface de la cible atteinte par le faisceau laser? C'est ça, hein? Pour savoir quelle est la puissance surfacique, il faut que je sache sur quelle surface se répartit le faisceau laser. Et pour ça, vous avez une information dans le texte. Alors, je suis désolée, là, du coup, je ne peux plus changer puisque sinon, mon tableau va partir. Est-ce que vous mémorisez ce qui avait marqué dans l'énoncé qui va nous servir ici? Oui, très bien. On avait le diamètre du faisceau laser et on vous disait que le diamètre était de 350 micromètres. OK, donc comment calculer la surface quand j'ai le diamètre? Allez, rappelez-moi la formule. La surface d'un faisceau. Donc, sachant que l'intersection du faisceau avec la cible, ça va donner un disque, hein, d'accord? Donc, quelle est la surface d'un disque? Oui, non. Allez, je vous attends pas, j'avance. Deux pierres, attention Franck, ce n'est pas homogène. Deux pierres, ce sera le périmètre de ton cercle. D'accord? Pour avoir une surface, il faut quelque chose en mètres carrés. Donc, pierre au carré. Attention Lucas, 2 pi, ça marche pas non plus. Il manque quelque chose. OK? Et pareil pour Riyad, tu m'as pas donné la surface, tu m'as donné le périmètre. Donc, faites bien attention là, les garçons, hein. Je suis sûre que l'année prochaine, vous en aurez besoin de ces relations-là. Donc, on a tout ce qu'il faut. J'ai plus qu'à passer à l'application numérique. Donc, la puissance surfacique est donc de l'énergie. C'était 15 millijoules, donc 15 10 moins 3. Delta T, c'était 5 nanosecondes, donc 5 10 moins 9. Ensuite, je vais prendre fois pi fois R au carré. Le R, c'est le diamètre divisé par 2. Le diamètre, c'était 350 micromètres divisé par 2. Et pour pas m'embêter, puisqu'il va falloir que je sois en watts, si vous vous rappelez, par centimètre carré, eh bien, je vais mettre mon diamètre en centimètres. Comme ça, je n'aurai pas de conversion à faire ultérieurement. OK? Donc, qui peut me dire 350 micromètres en centimètres? Alors, si vous voulez, on peut se le faire en 2 fois. 350 micromètres, faites-le moi en mètres et ensuite en centimètres. C'est peut-être plus simple pour vous. Donc, 350 micromètres en mètres, c'est facile. C'est 350 10 moins 6. OK.
Et le mètre, c'est 10 puissance 2 centimètres. Excusez-moi, hop, voilà. Donc, au final, ça fait 350, 10 moins 4. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok, ça marche. Donc, du coup, ici, je mets 350, 10 moins 4. Et j'aurai directement un résultat en watts par centimètre carré. Quand vous faites ce calcul, vous tombez sur 3, ah décidément j'ai un petit souci, 3 10 puissance 9 watts par centimètre carré. Et j'ai gardé un seul chiffre significatif parce que vous avez une durée exprimée avec un seul chiffre significatif, 5 nanosecondes. Donc ça fait 3 10 puissance 9 watts par centimètre carré. Dites-moi 3 10 puissance 9 watts. 10 puissance 9 watts, je peux le remplacer par quoi? Très bien, ça fait donc 3 gigawatts par centimètre carré. OK? Donc voilà pour ce calcul qui répond à cette question-là. Pas de question? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'on peut conclure? L'irradiance est-elle suffisante pour créer le plasma? C'est bon, effectivement, je vais repasser sur l'autre écran où sur le document, il était bien marqué qu'il fallait une irradiance supérieure à 1 gigawatt par centimètre carré. On se rend compte qu'on a des ordres de grandeur cohérents. Hein. Si on avait trouvé 10 moins 15, c'est qu'on s'était trompé dans le calcul, ou si on avait trouvé 10 puissance 30. D'accord? Donc là, c'est rassurant. Hein. On ait trouvé 3 ou 1,5 ou 0,3. Là, c'est cohérent. Donc très bien, ça passe si c'est compris. Je repasse du coup sur votre sujet. Là, d'abord, sur le corrigé, je vous l'ai mis sous forme de corrigé, hein. Vous l'avez ici, c'est exactement ce que l'on vient de faire, sauf que moi, vous pourriez critiquer, vous auriez raison, je l'ai fait en 2 calculs et j'ai toujours dit que si on vous demande pas d'abord de calculer la puissance pour ensuite calculer la puissance surfacique, eh ben, vous n'avez pas à faire de calcul intermédiaire, d'accord? Donc, je m'autocritique, hein. Là, ce petit calcul intermédiaire, j'aurais pu ne pas le faire, j'aurais dû ne pas le faire et le faire comme je viens de faire sur l'écran. Ça marche? C'est bon pour tout le monde? Donc, on a répondu à la question, l'irradiance est suffisante pour créer le plasma. Allez, on continue sur le sujet. Test de fonctionnement de l'analyseur spectral de Chemcam. Afin de vérifier que l'analyseur spectral de Chemcam fonctionne bien, on réalise au laboratoire le spectre d'émission atomique d'une roche témoin contenant l'élément calcium, justifier pourquoi 2 atomes ou ions différents ne donnent pas le même spectre d'émission. Allez, est-ce que vous avez quelques éléments de réponse à me donner avant que je passe au corrigé? Alors, pourquoi 2 atomes ou ions différents ne donnent pas le même spectre d'émission? Qu'est-ce que vous me proposez? Pourquoi ils n'ont pas besoin de la même quantité d'énergie pour passer d'un état d'énergie à un autre franc? Parce que, Agathe a raison, les niveaux d'énergie sont différents. D'accord? Info dans le début du dernier paragraphe. Dans ces conditions, tu parles de ça, Riyad? Dans ces conditions, les atomes et les ions éjectés sont alors dans des niveaux d'énergie excités. OK. Alors là, on ne vous dit pas qu'ils ont des niveaux d'énergie caractéristiques qui sont propres à l'atome ou à l'ion. D'accord? Donc ça, c'est votre connaissance personnelle qu'il va falloir ajouter pour répondre à la question 2.1. Et comment on obtient un spectre d'émission? Racontez-moi. Non, c'est compliqué à écrire peut-être. Alors, donc c'est moi qui réponds. Alors, comment on obtient un spectre d'émission? Pourquoi, si on explique pourquoi est-ce qu'on va étudier les spectres d'émission de ces éléments qui constituent la roche, pourquoi ils sont en mesure de produire un spectre d'émission? Ils émettent parce qu'on les a... Donc ça reprend ce que disait Riyad. Les atomes ou les ions ici, très bien,
émettent parce qu'ils ont été excités. Ils ont été excités pourquoi? Parce qu'ils ont été donc soumis à ce faisceau laser qui arrive avec une certaine puissance surfacique et une puissance suffisante pour qu'ils passent dans des niveaux d'énergie excités. Donc, ils vont passer sur des niveaux d'énergie supérieurs à leur niveau d'énergie fondamentale, d'accord? Et naturellement, cette énergie, eh bien, ils vont la sous forme de rayonnement et repasser dans leur niveau d'énergie fondamentale, le niveau classique. D'accord? Et lorsqu'ils vont se désexciter, en se désexcitant, ils vont donc émettre un photon et des photons qui seront caractéristiques de leur niveau d'énergie. D'accord? Donc ça, c'est ce que j'explique ici. Donc je vous ai mis un blabla. Malheureusement, tiens, j'ai pas mis de... Non, j'ai pas mis de figure, hein, mais vous imaginez donc les niveaux d'énergie. Ils sont sur le sujet d'ailleurs. Donc, je reviens sur le sujet. Donc voilà, si on prend par exemple l'élément calcium, eh bien le laser a communiqué de l'énergie à l'élément calcium qui est passé par exemple sur le premier niveau excité, le deuxième ou le troisième, et naturellement, eh bien ces atomes excités vont se désexciter rejoignant le niveau fondamental. Et donc, selon qu'ils sont sur le niveau d'énergie excitée, le premier, le deuxième ou le troisième, eh bien, on va avoir des raies différentes qui vont apparaître sur le spectre. OK? Donc, ça, c'est important, c'est juste du cours. Question suivante, à l'aide du document 2, identifier pour l'ion calcium la transition énergétique correspondant à la raie de longueur d'onde de 423 nanomètres. Détaillez votre démarche. Donc, on veut savoir dans quel état d'énergie l'ion Ca+ est-il passé sous l'effet du faisceau laser, puisqu'il a donné dans le spectre d'émission une raie qui correspond à la longueur d'onde 423 nanomètres. D'accord? Alors, comment on fait pour remonter? Ici, on voit des niveaux d'énergie. Comment calculer une énergie relative à une longueur d'onde? Alors, très bien. Parfait, Agathe. On a E, et ici, on va noter delta E. Pourquoi tu notes delta E, Agathe? Dans le cours, on a vu E égale H nu. E égale H nu est donc égal à H C sur lambda, puisque nu est la fréquence, et c'est égal à C sur lambda. Pourquoi ici rajouter delta E, Agathe? Pour la transition, effectivement. Le delta E, c'est... On a dit qu'une transition était possible si l'énergie apportée par exemple par un photon correspondait parfaitement à l'écart énergétique entre deux niveaux d'énergie. Donc, c'est vraiment l'écart énergétique qui est important. Donc, c'est bien de noter delta E. Très bien. Donc, du coup, si on a delta E égale HC sur lambda, on en déduit, Franck, que lambda égale HC sur delta E. D'accord? Donc, c'est ce que je vais faire sur le tableau. On a donc, je reprends le cours E égale H nu. Ici, comme on a une transition entre deux niveaux d'énergie, c'est vraiment l'écart énergétique qui est important. Donc, delta E égale H nu. Nu, c'est C sur lambda. Moi, je veux calculer l'énergie relative donc à la longueur d'onde 423. Donc, je vais garder cette relation sous cette forme-là. Franck, il était inutile du coup de extraire lambda, puisque lambda, on l'a, c'est delta E que nous cherchons. Il suffit juste donc de faire le calcul, delta E égale H, donc 6, 63, 10 moins 34, fois C, 3,0010 puissance 8, sur lambda, n'oubliez pas de vous mettre dans la bonne unité, 423, ce sont des nanomètres, donc 10,9. Quand vous faites ce calcul, vous tombez sur 4,70, 10 moins 19 joules. Vous voyez que dans le diagramme énergétique de l'ion calcium, l'unité n'est pas le joule, mais l'électron-volt. D'accord? Donc, pour passer en électron-volt, on vous donne la correspondance dans le sujet en vous disant qu'un électron-volt, c'est 1, alors, je n'ai pas le sujet sous les yeux, mais 1,60, ça dépend ce qu'on vous dit. 10 moins 19 joules. Hop, je vais regarder sur le sujet. 1,602, parfois, ils écrivent. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis? 1,602 ici.
Donc, 4 chiffres significatifs. Donc, du coup, si on a 4,70 moins 19 joules, il va falloir effectivement diviser par un 602 10 moins 19. Et quand vous faites ce calcul-là, eh bien, vous tombez, en prenant la valeur non arrondie ici, vous tombez sur 2,94 électronvolts. Donc là, c'est déjà satisfaisant parce qu'on retrouve un ordre de grandeur qui correspond à ce qui est annoncé sur le diagramme énergétique de l'ion calcium. Donc, 2,94 électronvolts. Si je retombe ici, 2,94 électronvolts, eh bien, je me rends compte que c'est égal à l'énergie du deuxième niveau excité moins l'énergie du niveau fondamental. 2,94 moins 0 est bien égal à 2,94 électronvolts. Donc, ça veut dire que la raie qui apparaît dans le spectre à 423 nanomètres correspond à la désexcitation de l'atome dans le niveau d'énergie, le troisième niveau d'énergie si je compte à partir du premier ici, ou le deuxième niveau d'énergie excitée vers le niveau fondamental. Ça aussi, ce petit calcul est tout simple. Vous étiez capable de le faire dès la classe de première S. On n'a rien rajouté en terminale à ce sujet-là. D'accord ? Donc, voici le corrigé sous les yeux. Vous l'avez. Est-ce que j'espère que c'est clair pour vous ? D'accord ? Donc, quand vous faites un spectre de raies d'émission, comme on a vu en classe de seconde, on a étudié celui du sodium, du néon ou du mercure, eh bien, les différentes raies qui apparaissent dans le spectre correspondent aux transitions énergétiques de l'atome de niveau excité vers un niveau d'énergie inférieur. OK ? Allez, dernière question du sujet. Le document 4 présente le spectre de la roche témoin. L'analyseur spectral de Chemcam fonctionne-t-il correctement ? Justifié. Alors, rappelez-vous qu'on avait lu, afin de vérifier que l'analyseur spectral de Chemcam fonctionne bien, on réalise au laboratoire le spectre d'émission atomique d'une roche témoin contenant l'élément calcium. Donc ça, c'est l'élément, il faut absolument avoir lu ça, sinon on ne comprend pas bien la question. Donc on a une roche qui contient l'élément calcium et on vous demande si ce document permet de confirmer que l'analyseur Chemcam fonctionne bien. D'accord ? Donc, pour analyser la roche témoin, voici le spectre d'émission atomique de la roche témoin, d'accord, qui contient du calcium et on vous demande de vérifier si cela fonctionne bien. Qu'est-ce que vous me proposez pour vérifier ceci ? Là aussi, on vous lâche un peu, sans vous dire quoi faire précisément. Donc, ce spectre montre effectivement qu'il y a des raies d'émission, d'accord ? Tous les pics que nous voyons correspondent à des raies d'émission particulières. Eh bien, comment faire pour savoir si cet analyseur fonctionne bien ? Je vous montre le document 3 en même temps. Je vais peut-être dézoomer pour que vous voyez tout à la fois. Que faut-il faire ? Voilà les documents dont vous avez besoin sous les yeux. Alors, Franck, tu me dis, il y a bien un pic à 423. Alors, honnêtement, là aussi, vous seriez sur un sujet de bac, vous voyez le temps qui passe, soit vous répondez, Franck, c'est-à-dire de manière un peu vague, et vous dites, OK, ouais, c'est bon, il y a un pic à 423. Et puis, est-ce qu'il faut voir que le pic à 423, Franck ? Est-ce qu'il faut juste le pic à 423 pour confirmer qu'on a bien une roche qui contient l'élément calcium ? Tous les autres aussi. Tous les autres lesquels, Franck ? Ceux de quel document ? OK, bien sûr. Donc, il faut vérifier qu'on ait bien une raie relative à la longueur d'onde 394, 397, etc. Donc, soit vous faites un petit peu comme Franck a fait, oui, on voit bien la raie relative à la longueur d'onde 423 nanomètres. C'est laquelle d'ailleurs, Franck ? La B, la C, la D, la E, la F, la G ? Alors, c'est la F, effectivement. Comment le faire précisément ? Parce que là, honnêtement, moi, je ne sais pas dire si c'est 421. 421, je me doute que ce n'est pas 421, mais je ne sais pas dire si c'est 422,5, 425. D'accord ? Comment faire ? On mesure et on convertit. D'accord ? On fait un rapport d'échelle, évidemment.
Donc, forcément, si on a le temps sur une épreuve, on le fait bien. Si on n'a pas le temps, on peut se contenter effectivement de faire comme Franck a dit en première réponse. Il y a bien les raies du document 3 dans le document 4. D'accord? Au moins, on verrait que l'étudiant, l'élève a compris. OK? Mais pas tous les points parce qu'on n'a pas une démarche complètement précise. Donc, pour être précis, effectivement, je vais me faire créer une échelle, en fait. Il n'y a pas de graduation très précise. Donc, on fait comme on fait d'habitude. On mesure de 400 à 440, le plus grand intervalle que l'on connaisse. Donc, de 400 à 440, je mesure avec la règle. Et ensuite, je vais venir mesurer. Je saurai que cet intervalle-là correspond donc à 40 nanomètres. Et ensuite, je mesure avec la règle de 400 AE, de 400 AF, de 400 AG, de 400 AD, etc. Je fais un tout petit produit en croix simple et j'ai ainsi les différentes longueurs d'onde de toutes les raies. D'accord? Donc, voici pour la méthode. Je vous avoue que je ne l'ai pas fait pour toutes les raies. D'accord? Je vous présente la méthode pour quelques raies seulement. Donc, ma flèche bleue ici, c'est votre étalon. Donc, je sais que 40 nanomètres représente 9,32 cm ici sur mon écran. Donc, ensuite, je suis venue mesurer pour la E ici, en rouge. J'ai 1,17 cm. 1,17 cm, je fais 1,17 fois 40 divisé par 9,32, je trouve que ça fait 5 nanomètres. Et donc, 400 plus 5, la E a une longueur d'onde de 405 nanomètres. Je vous ai mis ensemble vide à côté et effectivement, si je regarde ici, à 405 nanomètres, je n'ai pas de raie correspondante pour le calcium. Cette raie E ne m'apporte rien. OK? Donc, ça veut dire qu'il y a autre chose que le calcium dans la rochette, tout simplement. Donc, ensuite, il faudrait faire ça bien pour toutes les raies. Donc, j'en ai fait juste quelques-unes. Donc, la suivante, c'est F que je vous ai fait, ce que disait Franck. Je mesure ici. Donc, j'ai mesuré 5,35 cm. Quand je fais mon produit en croix, je trouve que ça correspond à 23 nanomètres. Vu que je suis partie de 400, la raie a donc pour longueur d'onde 423 nanomètres et c'est bien une des raies de l'élément calcium. D'accord? Vous continuez ainsi de suite. Donc, le vert, le violet, j'ai fait pour la C, j'ai fait pour la D, j'ai trouvé la C, j'ai trouvé la D. Il faudrait faire pour le A et les autres ici à la fin. D'accord? Donc, Franck, je pense que tu as raison. Je ne sais pas, regarder le corriger, ça n'a pas bien grand intérêt. Le principal est surtout la méthode ici et la compréhension de ce que l'on attendait dans cette question. Voilà pour ce sujet. Y a-t-il des questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est encore important de faire ce genre de choses? Est-ce que les sujets de bac, ça vous intéresse? Parce que je me dis, vous avez le corrigé en ligne aussi, donc pour ceux qui veulent être autonomes, qui n'ont pas besoin de corriger, ils peuvent aussi se débrouiller tout seuls. Donc, est-ce que vous avez besoin de mon corrigé systématiquement? Est-ce que c'est plus simple pour vous? OK? Vous n'êtes pas obligé de répondre oui, ceux qui me le disent OK, d'accord, très bien. Donc, en fait, ma question, c'était la semaine prochaine, vous avez compris, je continue sur le cours de le dernier cours sur la transmission de l'information, la numérisation d'un signal. Donc, une semaine de cours et de TP et d'activité. Et ensuite, si vous êtes encore là, on fera des sujets pour voir si on a bien compris les nouvelles notions. Alors, donc, dans le temps qui reste, il ne me reste pas grand-chose. Et je voudrais corriger le QCM pour ceux qui l'ont fait. Et je vous avoue que très peu l'ont fait. Un petit peu surprise. Je vous avais dit, ceux qui veulent le font. Mais au final, sur les 2 terminales, regardez, il n'y a pas grand monde qui l'a fait. OK. Donc, plein d'élèves qui continuent en sciences et qui ne s'y sont pas frottés. C'est un petit peu dommage. Bref, ceux que ça intéresse, vous pouvez rester connectés. Je vais le corriger. Et les autres, je vous dis à lundi pour la suite du programme, à moins que ça ne change en fonction de la réunion de demain. Vous aurez plus d'informations demain ou dans le week-end. OK? Allez, il était dur, Franck. Je propose donc de le corriger pour ceux que ça intéresse. Je répète encore une fois, ceux qui veulent se déconnecter. Il était super long. On va essayer d'essayer de le faire le plus rapidement possible pour pas vous coincer trop longtemps.
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai vu que les notes n'étaient pas reportées sur votre pronote à vous, parce que visiblement, elle a dû clôturer les notes. Pour ceux que ça intéresse, ceux qui l'ont fait et qui veulent savoir la note, c'est pas forcément celle qui s'applique ici, hein, puisque vous savez, il faut que je repasse. Les questions peuvent être souvent, elles sont minorées hein, dans la notation parce que vous écrivez pas tout à fait la même chose que moi. Donc, si vous voulez, je vous donnerai. Tu as eu 1,7. Je sais pas, je me souviens pas. Franck, t'es où? Franck en bas. Franck, tu as eu. Non, regarde, 19,7, pas 1,17. C'est au niveau du premier trimestre que ça apparaît, Maxime? Qu'est-ce que c'est que cette blague? C'est possible? Comment, déjà, si c'est une erreur de ma part, comment c'est possible que ça ait pu apparaître? C'est fou. Et en plus, mais c'est fou, normalement, je ne suis pas censée modifier les notes du premier trimestre. Alors, merci de me le dire, du coup. Où est-ce que je... Mais c'est fou. C'est fou parce qu'à aucun moment, je choisis que ça va compter pour le premier trimestre, puisque c'est 2 juin 2020 quand même. Bon, je vais essayer. Et toi, tu dis c'est quoi F0? Et toi, tu dis c'est quoi F1? Ok. Alors, donc, apparemment, les T6, c'est coF1 et les T9, c'est coF0. Ok. Bon, écoutez, il va falloir que je résolve le problème. En attendant, on se fait le corriger pour ceux qui sont encore là. Je vais essayer d'être rapide. Alors, on y va sur la question 1. Grosso modo, tous ceux qui ont répondu ont eu juste. Hein. Donc, vous avez 0 certaines fois parce que vous n'avez pas écrit la même chose que moi. Donc, la lumière est composée de quanta d'énergie appelée des photons, bien sûr. L'énergie d'un photon de fréquence nue est donnée par la relation E égale... Oui, je suis d'accord avec toi, Maxime, c'est censé être bloqué clairement. Ça fait flipper que je puisse, même si par erreur, je ne sais pas ce qui s'est passé. Soit je vais en référer à Madame Marquis, soit j'arrive à moi le modifier. Je vais voir, Maxime. Donc, la lumière est composée de quanta d'énergie appelée photons. L'énergie d'un photon de fréquence nue est donnée par la relation E égale H nu, où H est la constante de Planck. La relation de Louis de Broglie, P égale H sur lambda, ou lambda égale H sur P, comme vous voulez, associe une onde de matière de longueur d'onde lambda, puisque vous voyez lambda, à une particule de P, quantité de mouvement P. Un objet quantique se comporte simultanément comme une onde et une particule, ou une onde, ou une particule et une onde. D'accord? Pas de questions sur la première question. Je n'ai pas pris le temps de la remplir, ça allait me faire perdre du temps. C'était une question toute simple pour moi, selon moi, sur 4 points, que ceux qui ont répondu ont bien réussi. OK? Allez, donc j'enchaîne. Exercice 2. Questionnaire à choix unique. Un photon a une énergie de 2-10-15 joules. La fréquence de l'onde correspondante vaut. Alors, on a E et il faut nu. Comme E égale H nu. Nu est égal à quoi? Je n'ai pas préparé de corrigé écrit, hein, donc je vais le faire à l'oral. Si jamais je vous scanne mon corrigé que j'ai fait à la main, si ça vous intéresse. Donc, nu égale H sur E, effectivement. Donc, vous faites 6,62 10-34 divisé par 2 10-15 joules et vous tombez, quand vous faites ce calcul, Franck, personne ne réagit? Oui, voilà Fanny. Hein, bien sûr, E sur H, ok. Donc E sur H, donc c'est le 2 10-15 que vous divisez par 6, 63 10-34, un calcul tout simple. Donc là, 3 10 puissance 18, je valide. Ah, j'ai pas mis la correction, je vais faire avec la correction comme ça, on pourra vérifier ça. Hop, voilà. Donc, ça faisait, on a dit 3 10 puissance 18 Hertz. OK. Allez, je passe à la suite. Du coup, c'est la troisième. Ben, à mon écran, ça a changé peut-être. Je n'ai pas vu tout à l'heure. C'est la première. Oui, OK. Allez, question
Donc là, pour moi, il n'y a pas de difficulté. On note PR et PV, les valeurs respectives des quantités de mouvement de photons de lumière rouge et violette. D'accord? Donc PR et PV, c'est pour du rouge et du violet. Et on vous demande de comparer PR à PV. Donc là aussi, je vais essayer d'aller assez vite. Vous savez quoi sur P? P est égal à MV, ok, mais c'est aussi égal, d'après la relation de Louis de Broglie, à H sur lambda. Très bien. Donc, puisqu'il fallait comparer le rouge et le violet, que savons-nous sur lambda rouge par rapport à lambda violet? Lambda rouge est plus grand, hein, bien sûr, 800 nanomètres, c'est plus grand que 400 nanomètres. Donc, du coup, P rouge est plus petit que PV, puisqu'effectivement, Franck, tu as raison, P est inversement proportionnel à lambda. D'accord? Je repasse à notre écran. J'espère que ceci est clair. Si jamais vous prenez des copies d'écran, comme ça, vous aurez le corrigé. Donc, je reviens sur le questionnaire. Et donc, il faut choisir que PR est plus petit que PV. Et sur le questionnaire, du coup, c'est le premier dans mon cas. Allez, on passe à la suite. Intervenez bien sûr si ce n'est pas clair, si vous avez besoin d'une redite. Alors, troisième question. La fréquence d'une onde électromagnétique est 1 10 puissance 20 Hz. La valeur de la quantité de mouvement des photons de ce rayonnement est, alors toujours pareil, P égale MV, mais ici, c'est pas ce que je dois utiliser parce que j'ai pas de valeur de masse ou de vitesse. Donc, je fais le lien avec la relation de Louis de Broglie. P égale H sur lambda. D'accord? Donc, vous faites P égale H sur lambda. Or, on vous donne la fréquence et pas la longueur d'onde. Mais je sais que longueur d'onde et fréquence sont liées par cette relation. Lambda égale C sur nu. Donc, ça devient H nu sur C. OK? Voilà comment je vais pouvoir calculer la quantité de mouvement. Donc, tout simplement, je fais 6, 63, 10 moins 34, fois nu, la fréquence que l'on me donne, c'est 1 10 puissance 20, divisé par C, 3 10 puissance 8. Et quand vous faites ce calcul-là, vous trouvez effectivement 2,2 10 moins 22 et l'unité kilogramme mètre seconde moins 1. OK? Là aussi, c'est clair? Donc, pour moi, c'est juste des tout petits calculs, tout simples, de mise en application des relations du cours. Donc, c'était effectivement, Franck, tu avais raison, la troisième qu'il fallait choisir. Allez, je continue avec la question 4. Une onde associée à un neutron de masse Mn a la même longueur d'onde qu'une onde associée à un électron de masse Me. La valeur de la vitesse des électrons est... Alors, on y va, toujours pareil, je prends un autre écran. Cette fois, on demande de comparer la vitesse connaissant la longueur d'onde. Donc, je cherche les relations que j'ai à ma disposition et qui vont pouvoir intégrer ces grandeurs-là. On me dit que la longueur d'onde du neutron sera égale dans cet exercice à la longueur d'onde de l'électron. Or, je sais, d'après la relation de Louis de Broglie, que lambda égale P... je me trompe, lambda égale H sur P. Attention, la relation de Louis de Broglie, c'est P égale H sur lambda, donc lambda égale H sur P. P et lambda, comme a dit tout à l'heure, sont des grandeurs inversement proportionnelles. Donc, j'ai H qui est une constante sur P du neutron qui est égale à H sur P de l'électron. D'accord? Puisque H est une constante, elle n'intervient pas. Bref, ça me donne que la quantité de mouvement du neutron doit être égale à la quantité de mouvement de l'électron. Ça me donne quoi également? Puisque j'ai toujours pas les grandeurs qui interviennent dans l'exercice. P, c'est M fois V. Donc, le produit de la masse du neutron fois la vitesse du neutron doit être égal au produit de la masse de l'électron fois la vitesse de l'électron. Donc, la question porte sur la valeur de la vitesse des électrons. J'en déduis que VE est égal masse du neutron sur masse de l'électron fois la vitesse du neutron. OK? Et j'arrive à ceci. Donc, il faut que je conclue en disant, est-ce que VE est 1800 fois plus grand que Vn? Est-ce que VE égale Vn ou est-ce que VE égale est
1800 fois plus petit que la vitesse des neutrons. Eh bien, tout ceci vous est donné par ce rapport-là. Il faut que vous sachiez, et c'est une connaissance de première sur laquelle on en a reparlé en terminale, l'électron est effectivement très léger. Il est plus léger que le neutron. D'accord? Donc forcément, VE est plus grand que VN parce que MN, ça doit être vos connaissances. Hein. Vous devez savoir ça. Et vous devez même savoir que c'est 1800 fois. Le rapport entre le neutron et l'électron, c'est un rapport à peu près, l'ordre de grandeur, il faut retenir que c'est 1000 fois plus petit. Hein. Et donc, voilà. En fait, même si j'avais pas la valeur exacte, quand j'arrive à ce résultat, ben, je comprends que la vitesse de l'électron doit donc être plus grande que la vitesse du neutron. Et comme dans les propositions, j'ai juste 1800 fois plus grand, ben, c'est ce que je choisis. D'accord? Et du coup, au passage, ben, retenez que effectivement, le rapport des masses entre neutrons, protons et électrons, c'est un rapport de 1800. OK? Pour ceux qui continuent toujours pareil en sciences l'année prochaine. Allez, je reviens donc du coup sur le QCM. Donc, je choisis environ 1800 fois plus grand que celle des neutrons et je passe à la suite. On souhaite réaliser la diffraction d'un faisceau de neutrons de masse Mn et d'énergie cinétique 100 électronvolts. La taille des obstacles utilisés doit être environ. Alors, rappelez-vous, là, quand je lis ça, je pense diffraction. Ah ouais, je sais qu'il y a diffraction quand le diamètre de l'ouverture ou de l'obstacle est du même ordre de grandeur à la longueur d'onde. Donc, partant de là, il faut que je calcule la longueur d'onde. D'accord ? Alors, on va calculer la longueur d'onde. Pareil, je partage un tableau. Comment calculer la longueur d'onde, sachant que j'ai l'énergie cinétique? Donc, l'énergie cinétique, on se rappelle la formule, c'est 1/2 de mv2. D'accord? On n'est pas du tout dans le cadre relativiste. Attention, on ne parle pas de l'énergie, on parle de l'énergie cinétique, Franck. Donc, attention. L'énergie cinétique, c'est 1/2 de mv2. Grâce à ça, je vais pouvoir calculer V. Qui me sort V de cette relation? Personne? Alors, ça y est. OK. Racine de 2EC sur M, parfait. Racine de 2EC sur M. Parfait. Pas de calcul intermédiaire. Moi, j'ai dit, pour savoir si la distribution est possible, il faut que j'ai un ordre de grandeur de la longueur d'onde. Il faut donc que je calcule lambda. En mécanique quantique, je sais qu'à toute particule, je peux associer une longueur d'onde parce qu'une particule a un double comportement particulier et ondulatoire. Et Louis de Broglie a dit que la longueur d'onde associée à telle particule se calcule en faisant H sur P. P étant la quantité de mouvement, M fois V. Donc, regardez, j'ai ceci. En remplaçant la vitesse, j'ai pu, grâce à l'énergie cinétique, calculer la vitesse. Donc, voilà la relation que je vais utiliser pour calculer lambda. Alors, vous pouvez la simplifier un petit peu parce que j'ai du M qui apparaît à deux endroits. Alors, pour simplifier ce M, il va falloir que je rentre celui-ci sous la racine. Pour le mettre sous la racine, je vais mettre du M carré, donc 2EC M carré sur M. Et du coup, j'espère que vous voyez la simplification arriver. J'ai donc finalement H racine de 2EC fois M. D'accord? Donc, je ne suis pas obligée d'aller jusque-là, mais honnêtement, on va au bout de l'expression littérale, simplifiant au maximum et une grandeur ne doit apparaître qu'une fois. D'accord? Donc, voici le mode de calcul pour lambda. Je remplace par les valeurs. Alors, attention, c'est vrai qu'il y avait une double difficulté ici parce que autant H est une constante, j'ai sa valeur, autant M, on me donne sa valeur en kilos, tout va bien, autant on me donne l'énergie cinétique en électronvolts. Donc, il va falloir passer en joules. D'accord? Donc, voici la difficulté. 100 électronvolts pour passer en joules, ça va être 100 fois, cette fois, c'est dans ce sens-là, 100 fois 1,70-19 joules. Donc, il suffisait de faire ce calcul pour aboutir à... non, je ne trouve pas ça, Franck.
Je trouve pas ça du... Ah, d'accord, tu m'as calculé l'énergie cinétique. D'accord, j'ai cru que tu me donnais lambda. Donc, on fait le calcul en une seule fois, hein, d'accord? Donc, il faut rentrer dans la calculatrice H sur racine de 2 fois 100 fois 1, 6, 10, moins 19, fois M, qui est 1, 675, 10, moins 27. Et quand vous faites ce calcul, vous tombez sur 2,9, 10, moins 12 mètres, d'accord? 2,9, 10, moins 12 mètres. Donc, du coup, je repasse sur l'autre écran. Pareil, hein, faites une copie d'écran pour ceux que ça intéresse, puisque j'ai pas prévu de corriger numérique. Je passe au QCM. Et donc, il suffit de choisir ici le 10-12, 2,9 peut être arrondi à 3, 10-12. D'accord? Donc, pour qu'il puisse y avoir diffraction, vu que je viens de calculer que la longueur d'onde associée à ce faisceau de onde est de 3, 10-12 mètres, je sais que la diffraction sera observable si la taille de l'obstacle est du même ordre de grandeur que la longueur d'onde du faisceau utilisé. Donc, 3, 10-12. Je valide et j'espère que c'est compris. D'accord? Alors, question 6. Durant une expérience d'interférence d'électrons, les franges d'interférence sont des franges d'intensité lumineuse maximale ou minimale, représentent des densités de probabilité de présence, peuvent être interprétées avec un modèle particulier de l'électron. Alors, qu'avez-vous répondu? Ah, c'est gelé, tu es sur quoi, Franck? Tu es sur le QCM, question 7, exercice 2? Mince, ok, alors je relance. Ok. Ah, effectivement, il répond plus mon truc. Ok, allez, hop, j'ai relancé. Normalement, vous me dites, moi je vois question 7, exercice 2. Est-ce que c'est bon pour vous? Allez, super Franck, merci. Du coup, j'ai lu la question, qu'est-ce que vous répondez? On fait une expérience d'interférence d'électrons. Qu'est-ce que l'on a dit dans le cours? Ces franges d'interférence correspondent à des densités de probabilité de présence, peuvent être interprétées avec un modèle particulier de l'électron ou sont des franges d'intensité lumineuse maximale ou minimale. Il faut en choisir qu'une et on va donc choisir celle qui correspond le mieux. Il y en a une qu'on peut facilement évacuer. Alors, celle que l'on va choisir, effectivement, c'est le fait que ces franges d'interférence représentent des densités de probabilité. C'est vraiment le cadre de la mécanique quantique, dire que finalement, on ne sait pas vraiment où il est, l'électron, mais ce qu'on sait, c'est que globalement, statistiquement, quand on va avoir un grand nombre, je vais obtenir une figure d'interférence bien connue. Donc, les franges d'interférence lumineuses, les franges d'interférence, où l'intensité est maximale, correspondront où la densité de probabilité est maximale. D'accord? Pourquoi je ne peux pas prendre la 1? Parce qu'il y a marqué lumineuse. D'accord? Ce n'est pas des photons ici. Donc, c'est un petit piège. Sinon, effectivement, les franges d'interférence correspondent à des franges d'intensité maximale ou minimale. Mais pas lumineuse ici parce que ce n'était pas des photons. OK? Allez, je passe à la suivante. Dans une expérience d'interférence d'ondes lumineuses, les franges claires obtenues s'interprètent comme des zones où un photon a une probabilité de présence. Celle-ci est très simple. Je pense que tous ceux qui sont là peuvent répondre facilement. Alors, quand j'ai des franges claires, ce sont des zones où un photon va avoir une probabilité de présence maximale. D'accord? Parfait, c'était tout simple. On continue. Alors, celle-ci demandait aussi quelques calculs. C'était un QCM. Cette fois, il va falloir que j'en choisisse plusieurs. Des électrons de longueur d'onde de matière 0,36 micromètres sont produits. On vous donne la masse des électrons et la constante de Planck. Et on va vous demander leur vitesse. Donc, je vais calculer la vitesse pour voir si c'est 2 10 puissance 3. On va vous demander de dire quand est-ce que le comportement ondulatoire ou particulaire est observé. Donc, je vais déjà calculer leur vitesse. Ça marche. Donc, je partage mon écran, mon tableau.
J'ai la masse et j'ai h, j'ai lambda, je veux la vitesse. Donc rappelez-vous, hein, lambda égale h sur p égale h sur mv. Je veux la vitesse, donc v égale, on ne se trompe pas, h sur lambda fois m. Donc v égale 6,63 10 moins 34 sur lambda. Lambda 0,36 micromètres, donc 0,36 10 moins 6, fois m 9,11 10 moins 31. Je fais ce calcul et vous tombez, quand vous faites ce calcul, sur une vitesse de 2 10 puissance 3 mètres par seconde. Donc déjà, je sais que je vais pouvoir sélectionner la valeur de la vitesse, elle est correcte. OK ? Allez, je rebascule sur mon écran. Donc très juste, je vais pouvoir prendre la vitesse, ça c'est bon. Et puis je vois que c'est un QCM, donc il faut que j'aille au-delà. Leur comportement ondulatoire, je vais pouvoir donc observer un comportement ondulatoire lorsqu'il passe à travers une fente de diamètre 0,1 nanomètre ou 200 nanomètres. Donc ça aussi, ça rejoint la question précédente. Je sais qu'il va y avoir diffraction, hein, puisqu'ici, il n'y a qu'une seule fente. Il va y avoir diffraction si la longueur d'onde a le même ordre de grandeur que le diamètre de la fente. Donc très juste, tu as raison Fanny. Tu m'as dit, lorsqu'il passe à travers une fente de diamètre 200 nanomètres, effectivement, si vous calculez l'ordre de grandeur de 200 nanomètres, c'est ce que je vous fais ici, 200 nanomètres, je calcule l'ordre de grandeur de 200 nanomètres, ça fait 210 moins 9 mètres, d'accord? Ça fait 2,10 puissance moins 7 mètres, j'espère que c'est bon. Donc, ça fait un ordre de grandeur de 10 moins 7 mètres. Et rappelez-vous, ça c'est lambda, ça vaut 0,36 micromètres. Je vais faire la même chose. Ça fait 0,36 10 moins 6 mètres. Faut que je mette en écriture scientifique pour avoir l'ordre de grandeur. Ça fait donc 3,6 10 moins 7 mètres. Et donc, ça fait un ordre de grandeur, 3,6 étant plus proche de 1 que de 10 moins 7 mètres. Donc, effectivement, si je prends une fente de diamètre 200 nanomètres avec une longueur d'onde de matière pour ces électrons de 0,36 micromètres, j'aurai effectivement un comportement ondulatoire. D'accord? Ceux qui ont choisi 0,1 nanomètre, ben, c'était trop petit. OK? Donc, il fallait faire ce calcul-là pour pouvoir justifier votre choix. Alors, je rebascule du coup sur le questionnaire. Il fallait donc choisir ici cette réponse-là. Et on va quand même lire les 3 autres pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres bonnes réponses. Donc, le comportement est ondulatoire. Donc, celui-là, on a dit, on a tranché. Donc, il ne peut pas y avoir 2 réponses. Hein. Donc, on a dit diamètre de la fente du même ordre de grandeur que la longueur d'onde. Donc, c'est celui-ci. Le comportement est particulier lorsqu'il passe à travers une fente de diamètre 1 cm. Ben, tout à fait. 1 cm, c'est les dimensions du monde macroscopique. Hein, une fente de 1 cm, je vois à quoi ça correspond. Et bien, dans ce cas-là, ben, l'électron va avoir un comportement particulier. C'est lorsque je me place dans le monde microscopique hein, que je retrouve le monde de la mécanique quantique. Donc particulière lorsqu'on a une fente de diamètre de 1 cm. Et puis celle-ci, regardez, le comportement ondulatoire est plus facilement observable avec des électrons refroidis. On en avait parlé, on a fait un exo là-dessus, c'est pour ça hein, que j'ai mis cette réponse-là. Qu'est-ce qui va se passer si j'ai des électrons refroidis? Ça joue sur quoi la température? Effectivement, Franck, ils seront plus lents. La vitesse sera plus petite du coup. Si la vitesse est plus petite, alors j'ai plus l'écran sous les yeux, hein, mais tout à l'heure je vous ai écrit que V est égal à H sur M fois lambda. Si V est plus petite, ça correspond à un lambda comment?
Oui, tu as raison, Riyad, parce que si la vitesse est plus petite, le lambda est plus grand, hein, il varie de manière inversement proportionnelle, on l'a vu grâce à la relation. Donc, si V est plus petit, lambda est plus grand, et si lambda est plus grand, ben, ça veut dire qu'on va observer un phénomène de diffraction, par exemple, dans ce cas-là, pour des objets qui auront donc une dimension plus grande que 200 nanomètres, et donc c'est plus facile à voir. OK? Donc, je valide en prenant cette réponse-là, et c'est juste. Alors, j'ai fini l'exercice 2. Que pensez-vous du fait qu'on s'arrête là? Il est 12h10. Et éventuellement, ce que je peux faire, c'est vous scanner l'exo 3 et l'exo 4. Est-ce que ça vous convient? Comment faisons-nous? Oui, ça vous va comme ça? Ok. Allez, donc très bien. Donc, on a de s'arrêter. Non, c'était pas un point pour les 4 réponses. Hein. J'ai rectifié ça aussi. Du coup, les notes que vous avez sur votre pronote ne correspondent pas parce que chaque fois, je les modifie. Mais là, comme je les ai pas trouvées, j'ai pas pu les modifier. Donc, je vais essayer de résoudre ce problème, les ramener dans le 3e trimestre. Et du coup, je scanne mon petit corrigé que j'ai fait sur des petits post-it. Je vous scanne ça et je vous mets ça en pièce jointe du cahier de texte. Si ça convient à tout le monde, du coup, on se laisse ici. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci d'être resté jusque-là.